Bonjour et bienvenue au Musée des Blindés. Vous êtes ici dans Histoire d'acier et aujourd'hui on parle du premier des chars d'assaut français apparu pendant la Première Guerre mondiale, c'est le Schneider. Cet engin-là est apparu de l'idée d'un homme, Jean-Baptiste Estienne, que l'on appelle le plus souvent le général Estienne. C'était le fondateur de l'artillerie spéciale, c'est-à-dire l'arme des chars d'assaut. C'est le général Estienne qui va appeler ces véhicules blindés, à chenilles pourvus de canons et de mitrailleuses, les chars d'assaut, et il le fait officiellement le 1er janvier 1917 dans son premier ordre spécial. Le Schneider, c'est un véhicule qui porte le nom de l'entreprise qui l'a conçu, Schneider, surnommé Le Creusot. Cette entreprise est démarchée par le général Estienne pour concevoir et construire un engin capable de traverser les barbelés, de détruire les mitrailleuses adverses et de traverser un champ de bataille complètement dévasté. À la base, un tracteur américain dont vient le train de roulement du char d'assaut. Ce tracteur, c'est un tracteur américain de la firme Holt. Le principe est tout simple, les tracteurs sont les tout premiers à avoir des chenilles et ce sont les chenilles qui sont la clé de la traversée d'un champ de bataille complètement dévasté, rempli de trous et de bosses. Au-dessus de ce châssis va être installée une coque blindée qui a deux parois, car au tout départ, le blindage, qui fait 11 mm, est trop peu épais pour pouvoir stopper les balles perforantes allemandes. Pourtant, on était bien au courant que les balles K, c'est le nom de ces balles perforantes, existaient déjà, puisqu'elles avaient été conçues pour percer les défenses des boucliers pour mitrailleuses ou pour tireurs d'élite. Et c'est trop tard qu'on se dit, mince, on aurait dû avoir un blindage plus épais. On va donc rajouter une deuxième tôle que l'on voit ici, avec un petit peu d'espace par rapport à la première, de façon à ce que la balle perforante en arrivant dessus soit brisée, soit déstabilisée et perde de sa puissance, de sorte à ce que lorsqu'elle touche le blindage principal, elle est perdue de sa consistance, elle est perdue de son énergie et n'arrive plus à percer. Là-dedans, 6 hommes d'équipage. On trouve d'abord le chef, qui est aussi le pilote, installé juste ici, le canonnier derrière son arme, là, 2 mitrailleurs, qui servent une mitrailleuse, une à droite, une à gauche, et 2 pourvoyeurs qui vont amener les munitions jusqu'aux 3 armes. Le Schneider est un véhicule du tout début de l'histoire des chars d'assaut. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder un petit peu le canon. Le canon est servi d'une façon extrêmement simple. On peut s'en approcher, il y en a un déposé juste ici. C'est un canon de 75 mm qui va tirer les mêmes projectiles que le canon standard d'artillerie français, le fameux 75 modèle 1897. Cependant, la charge de poudre est largement inférieure. Vous voyez à quel point le canon a un tube court, additionné au fait que la charge de poudre est très peu importante, eh bien on peut suivre à l'œil nu le projectile qui sort de ce canon. De toute façon, même s'il vole très lentement, vous ne pourrez pas esquiver. À 200 mètres secondes, ça reste trop rapide. Pour viser, le canonnier, qui bouge à la main son canon, va affiner la visée grâce à un simple guidon. On vise comme sur un bon vieux fusil de chasse. On ne tire donc qu'à toute proximité de l'objectif à détruire. Le canonnier n'a que très peu de débattement à droite, à gauche, en haut et en bas. Ça suppose que ce soit le chef du véhicule qui va amorcer la visée. Et il va le faire grâce à un système qui a un petit peu disparu. C'est une mire. On en a ici le support. Par cette mire étaient tenus des fils dont on a encore la base, juste ici. Cette succession de petites routes tenait des petites ficelles de métal. Et grâce à cette mire, le chef pouvait, grosso modo, placer le canon dans le bon sens. Et c'était ensuite au canonnier d'affiner un petit peu la visée. Ces 6 hommes d'équipage sont dans une sorte d'enfer sur Terre. Le moteur, à l'intérieur, est placé sans aucune protection contre la chaleur, contre le bruit et même contre le monoxyde de carbone. Là-dedans, la température peut rapidement dépasser les 50 degrés.
et vous n'êtes pas en short, bien au contraire, vous êtes très chaudement habillé avec une grosse veste de cuir. Cette grosse veste de cuir est là pour protéger les tankistes, les 6 hommes qui se trouvent à l'intérieur, contre le plus grand danger dans un char d'assaut jusqu'à nos jours, c'est l'incendie, les flammes. Et dans un char Schneider, les incendies sont plutôt fréquents. Un élément aggravant, c'est la position du réservoir de carburant. Vous voyez le petit bouchon qui est ici, ça c'est le bouchon du réservoir de carburant. Le réservoir est pile à l'avant du véhicule, ce qui fait que même si un impact direct sur le blindage avant ne va pas immédiatement enflammer l'essence, eh bien l'essence va se répandre partout à l'intérieur et risque de prendre feu dans un second temps. L'incendie venant la plupart du temps des munitions qui sont à l'intérieur. Plus d'une centaine de coups pour le canon et plusieurs coups pour les mitrailleuses, plusieurs milliers de coups. Ce qui fait que, lors de la première utilisation du char Schneider, en avril 1917, on voit apparaître quand même tous ces défauts, en plein jour. On va donc améliorer les véhicules petit à petit. Première amélioration, le réservoir d'essence avant est supprimé. Ça a 2 intérêts. D'abord, limiter les risques qui sont liés aux incendies, et ensuite favoriser la ventilation du véhicule. Car la grille qui est ici, c'est la prise d'air. Un ventilateur se trouve derrière et va envoyer de l'air dans tout l'habitacle, là où se trouve aussi le moteur. On va donc limiter les empoisonnements au monoxyde de carbone. Où passe le réservoir? À l'arrière, venez voir. À l'arrière du char Schneider, de part et d'autre de la porte qui permet d'entrer et de sortir du véhicule, ont été placés 2 réservoirs de carburant, qui remplacent donc celui qui était à l'avant. Ce sont 2 réservoirs qui sont ressortis de l'habitacle. On n'a donc plus de problème qu'ils soient juste à côté des hommes, donc ça limite les risques. Et surtout, ces réservoirs ont une double paroi blindée. Et au centre, entre les 2 parois, du feutre, de telle sorte à ce que si une balle traverse les 2 tôles, l'essence va se répandre dans le feutre qui va gonfler et donc boucher automatiquement le trou. Ce sont parmi les premiers réservoirs auto-obturants sur un char d'assaut. On retrouve d'ailleurs le même bouchon que sur les réservoirs avant, à gauche et à droite. En passant, vous avez ici les plaques du constructeur. Schneider et compagnie, sauf que ce n'est pas les usines Schneider elles-mêmes qui vont produire le char, mais plutôt l'atelier de la SOMUA, S-O-M-U-A, basée à Saint-Ouen, en région parisienne. C'est une usine qui sera connue un petit peu plus tard pour faire le meilleur char d'assaut français en 1940. Mais ça, c'est une autre histoire. La porte ici était à l'origine l'un des autres grands défauts du char Schneider, puisque les 6 hommes d'équipage devaient littéralement ramper au travers du véhicule incendié pour pouvoir évacuer. Cela augmentait dramatiquement les pertes à l'intérieur du véhicule, ce qui fait qu'une autre porte va être découpée sur le côté. Autre évolution, la voici. Cette porte est découpée dans le flanc du véhicule, de telle sorte à ce que les hommes puissent sortir rapidement depuis l'avant de l'engin. On doit se représenter à quel point il était difficile d'évacuer un engin comme celui-ci. Là, vous êtes au niveau du plancher des hommes, et ici, c'est leur plafond. Tout le monde est accroupi à l'intérieur du véhicule, en sachant que des 6 hommes, il n'y en avait qu'un seul qui avait un fauteuil, c'est-à-dire le chef. La plupart des autres se débrouillent pour se placer dans une sorte de baignoire centrale. La raison d'être des chars d'assaut de la Première Guerre mondiale, c'est d'accompagner l'infanterie, de leur ouvrir le chemin et de les couvrir de leur feu. Le problème, c'est que les fantassins, au départ, ne sont pas parfaitement adaptés, pas parfaitement entraînés à travailler avec les chars. Il faut donc leur signifier que le terrain a été dégagé par le char. Pour ça, notre char Schneider a un atout. Vous avez ici le poste du commandant, qui est aussi le pilote. À côté de lui se trouvait une poignée qui lui servait à tirer un petit câble. Ce câble sortait de son habitacle, passait par la petite roue qui est ici, et cette petite roue se renvoie d'angle, envoyait le câble vers l'arrière. Et à l'arrière, il y a un système très particulier, ou plutôt il reste aujourd'hui des souvenirs d'un système très particulier. On va voir ça. Le câble provenait de l'avant, arrivait jusqu'ici,
et servait à tirer une grande plaque qui se trouvait juste ici et qui était tenue par les deux équerres qui sont là. Un axe traversait ici, et lorsque le câble était tiré, la grande plaque se soulevait à la verticale. C'est ce qu'on appelait une plaque d'appel d'infanterie. Face à l'ennemi, la plaque était camouflée, mais face aux fantassins alliés, elle était couverte d'une grande bande blanche, une grande bande rouge et à nouveau une grande bande blanche. Cela, c'était pour indiquer aux fantassins que ça y est, le terrain avait été débarrassé de tous les dangers et qu'ils pouvaient progresser. Car l'un des grands problèmes des chars d'assaut, c'est que parfois ils se trouvaient seuls, alors que tout avait été dégagé. Or, un char d'assaut de la Première Guerre mondiale, ça n'a qu'une petite autonomie. Une fois que son réservoir commençait à baisser dangereusement, soit il devait compter sur un ravitaillement sur le champ de bataille, soit devait faire demi-tour pour aller ravitailler dans les lignes françaises. Et en l'absence de fantassins alliés à prendre le contrôle des tranchées allemandes, eh bien les chars étaient contraints de faire demi-tour et donc d'abandonner les gains territoriaux. Ce Schneider est le dernier au monde encore existant et le dernier encore à pouvoir rouler. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est que déjà à l'époque de la construction des Schneider, trop peu de pièces détachées ont été assemblées. Additionnés à une fiabilité à peu près désastreuse, eh bien les Schneider ont déjà disparu au fur et à mesure du conflit. Et par manque de pièces détachées, eh bien les véhicules ont été cannibalisés peu à peu pour pouvoir continuer à faire fonctionner le peu restant. Après la Première Guerre mondiale, certains ont été vendus à l'Espagne, on les retrouvera pendant la guerre civile, ils y disparaîtront. Et pour ceux qui étaient restés en France, ils vont être, bien entendu, ferraillés par les Allemands lors de l'occupation. Du coup, comment se fait-il qu'il en reste encore un? Eh bien c'est simple, le véhicule qui est ici au musée des Blindés avait été offert à la fin de la Première Guerre mondiale aux États-Unis en remerciement de leur engagement à nos côtés. Et en 1987, les États-Unis nous l'ont renvoyé, offert, mais en sens inverse, au musée des Blindés, qui était à l'époque dirigé par son fondateur, Michel Aubry. Depuis lors, l'engin qui est devant vous est le dernier existant au monde, toujours visible ici au musée des Blindés. Si vous voulez voir rouler notre Schneider, rien de plus simple, venez nous voir les 7 et 8 juin 2025. À l'occasion du concours international de maquettes, il se trouve sur le site du musée des Blindés des démonstrations dynamiques de véhicules d'époque. Une le matin, une l'après-midi, le samedi et le dimanche. Voilà pour ce nouvel épisode d'Histoire d'acier. N'hésitez pas à aller voir notre épisode précédent qui était consacré au Sherman M4A2. On a bien vu vos commentaires sous la première vidéo. Un épisode sur le T-34 et sur le BA bis est en préparation. Mais avant ces deux épisodes-là, il y aura une très grosse surprise consacrée au plus gros char du musée. D'ici là, à très bientôt au musée des Blindés.